Applaudissons la tragique vieille fille de la table 42, ma sœur s'est moquée dans le micro. Quelques minutes plus tard, le patron milliardaire de son nouveau mari a réclamé cette place exacte et a fait taire la salle entière. S'il y a une odeur distincte et mesurable de l'ancienne richesse essayant désespérément de tolérer la nouvelle arrogance, elle sent exactement comme la grande salle de bal du domaine de Hautcaven. Je le sais parce qu'en tant qu'architecte spécialisé dans les restaurations historiques, je passe ma vie à étudier les bâtiments. Hautcaven a été construit en 1892 par un baron des chemins de fer. Il a été conçu avec de grandes arches, des moulures complexes et une grandeur calme et digne. Mais ce soir, cette dignité avait été complètement étouffée. L'air dans la pièce massive et voûtée était lourd de l'écrasante fragrance d'orchidées blanches importées, de parfums de créateurs outrageusement chers et de la pression silencieuse et écrasante d'être absolument parfait. Je me tenais près d'une sculpture de glace ridicule et imposante de deux cygnes entrelacés qui fondaient lentement sur une nappe en velours, créant une flaque d'eau autour de la base. Je sirotais un verre tiède d'eau pétillante avec une tranche de citron vert abîmé, essayant de mon mieux de me fondre dans le papier peint sombre et lourdement texturé derrière moi. Je suis Nadine. J'ai 31 ans. Je dirige mon propre cabinet d'architecture indépendant. Je paie ma propre hypothèque et je suis la sœur aînée, nettement moins glamour, de la mariée. Laissez-moi être brutalement honnête d'emblée car je n'ai plus aucune raison de protéger ces gens. Aujourd'hui n'était pas mon jour. Mais encore une fois, dans ma famille, ce n'était presque jamais mon jour. Ma petite sœur Valérie avait 28 ans et elle était l'enfant prodige incontesté de la famille. Debout à l'autre bout de la pièce, complètement entourée d'une horde de flatteurs, elle était radieuse. Elle était naturellement sociable, couverte de dentelles sur mesure, et possédait un instinct de prédateur impitoyable pour l'ascension sociale que notre mère, Brenda, avait systématiquement cultivé en elle depuis que nous étions pratiquement en couche. Valérie ne voulait pas seulement être aimée par les gens. Cela était beaucoup trop simple, trop ordinaire pour elle. Elle exigeait d'être enviée. Elle avait besoin de baisser les yeux et de voir la jalousie brûler dans les yeux de tous les autres. Et aujourd'hui, en épousant Julien, l'héritier supposé d'une fortune immobilière et technologique de plusieurs millions d'euros, elle accomplissait son chef-d'œuvre suprême. Nadine, pour l'amour du ciel, tiens-toi droite et arrête de t'avachir comme une gargouille déprimée, a sifflé ma mère. Brenda est apparue de nulle part, ses doigts agressifs et pointus avec une manucure française fraîche alors qu'elle attrapait le tissu de ma robe aux épaules, la tirant violemment en arrière. Brenda était une femme qui communiquait entièrement par des critiques et des soupirs passifs agressifs. C'était une robe bleu marine terne, incroyablement lourde et douloureusement conservatrice que ma mère avait personnellement sélectionnée pour moi 3 mois plus tôt. Je me souviens de ces mots exacts à la boutique de luxe du centre-ville. Elle m'avait regardé de haut en bas dans le miroir, les yeux pleins de cette froideur calculatrice familière, et avait dit « Elle est parfaite, Nadine. Elle est élégante. Elle est appropriée pour ton âge et, plus important encore, elle ne détournera pas l'attention des demoiselles d'honneur. Nous avons besoin que tu aies l'air d'un soutien, pas d'une désespérée. » Traduction, elle était tout à fait oubliable, légèrement ringarde, et garantissait que je ressemblais exactement à la célibataire de 31 ans. La sœur aînée tragique que j'étais censé être. C'était une robe conçue pour me rendre invisible. Je me tiens parfaitement droite, maman, ai-je répondu, forçant un sourire poli et crispé qui n'atteignait pas mes yeux. Eh bien, essaie au moins d'avoir l'air heureuse, a rétorqué Brenda, ajustant son propre collier de diamants, dont je savais pertinemment qu'il était loué. La famille de Julien est très observatrice, Nadine. Ils font partie de la haute société. Nous ne voulons pas qu'ils regardent dans ce coin et pensent que tu es amère parce que ta petite sœur s'avance vers l'hôtel pour rejoindre l'avenir d'un milliardaire pendant que tu joues encore avec des briques et dessines des plans pour de vieux bâtiments. Avant même que je ne puisse ouvrir la bouche pour me défendre contre cette accusation absolument absurde et profondément insultante, un carillon doux et mélodieux a résonné dans la pièce caverneuse, signalant aux 300 invités de trouver leur place pour le dîner de réception. J'ai pris une grande inspiration pour me calmer, laissant ma mère s'éloigner précipitamment pour rejoindre la foule des invités d'honneur sans m'adresser un mot de plus, et je me suis dirigé vers le grand plan de table en verre illuminé qui se trouvait près de l'entrée voûtée de la salle de bal. Je savais que je n'allais pas être assise à la table principale. J'avais fait la paix avec cela il y a des semaines, mais je supposais, peut-être bêtement, que je serais au moins placé avec la famille élargie. J'ai scruté la table 1. C'était la vaste et magnifique table d'honneur réservée au cortège nuptial et à la famille immédiate. Le nom de Brenda y était. Le nom de mon père y était.
Les 7 demoiselles d'honneur de Valérie étaient une brigade terrifiante de cadres en relations publiques et d'influenceuses de style de vie lourdement maquillées qui ressemblaient toutes à de terrifiants clones les unes des autres. J'ai continué à lire la vitre. Mon nom n'y était pas. J'ai froncé légèrement les sourcils, descendant mon regard vers la table 2. C'était la famille élargie de Julien. Non, pas de Nadine. Table 3, les associés commerciaux d'élite. Non, pas de Nadine. J'ai continué à faire défiler la liste sur l'immense vitre, regardant mon reflet dans la surface transparente devenir de plus en plus confus. Table 10. Table 25. Je m'éloignais de plus en plus de la piste de danse. Finalement, tout en bas du tableau, écrit dans une police de calligraphie légèrement plus petite que le reste des noms, comme si l'organisateur du mariage était gêné de l'écrire, je l'ai trouvé. Nadine, table 42. Table 42. Je suis resté là pendant un long moment, fixant les lettres dorées tourbillonnantes, laissant le manque de respect pur et absolu de la chose m'envahir. Je n'étais pas folle de rage. Pas vraiment. J'étais juste profondément et douloureusement fatigué. Pour comprendre pourquoi ma propre sœur m'exilerait aux limites absolues de son propre mariage, il faut comprendre la dynamique narcissique et profondément toxique qui avait défini mon existence entière dans cette famille. En grandissant dans notre foyer, Valérie était le soleil, et je n'étais qu'un rocher gris et poussiéreux en orbite autour d'elle, censé être éternellement reconnaissante pour la moindre lumière résiduelle que l'on me permettait de capter. Notre mère, Brenda, voyait beaucoup d'elle-même en Valérie. Elle partageait les mêmes pommettes saillantes et frappantes, le même charme manipulateur et mielleux, et la même croyance terrifiante et inébranlable que la véritable valeur d'une femme était entièrement liée à la richesse. Au statut et au pouvoir de l'homme qu'elle pouvait piéger dans le mariage. Parce que je préférais lire des ouvrages historiques non romanesques plutôt que de participer à des concours de beauté pour adolescentes, et dessiner des plans d'architecture plutôt que d'assister à des soirées au club privé pour flirter avec des garçons riches. Brenda m'avait effectivement considéré comme une cause perdue au moment où j'ai eu 12 ans. Je me souviens vivement de ma remise de diplôme du lycée. J'avais obtenu mon diplôme en tant que première de ma classe, major de promotion, et j'avais été accepté dans un programme d'architecture prestigieux et hautement compétitif avec une bourse académique complète. Brenda avait promis, pour une fois, de m'emmener à un dîner de célébration spéciale, juste nous deux. Mais cet après-midi-là, Valérie, âgée de 15 ans, a fait une énorme crise de colère en hurlant dans le salon parce qu'un garçon qu'elle aimait à l'école avait invité une autre fille au bal de printemps. Brenda a annulé mon dîner sans y réfléchir à 2 fois. Elle a passé toute la soirée dans la chambre de Valérie, à brosser ses cheveux et à lui acheter des chaussures de créateur coûteuses en ligne pour apaiser son ego blessé, pendant que je mangeais un sandwich froid à la dinde dans la cuisine, seul, en regardant ma médaille de major de promotion. Chaque fois que j'essayais d'exprimer à quel point les choses étaient incroyablement injustes, Brenda me frappait avec sa phrase classique de manipulation mentale, lourdement répétée. Elle me regardait avec une fausse déception et disait, « Tu es si forte et indépendante, Nadine. Tu n'as pas besoin de moi. » Valérie est délicate. Elle est sensible. Elle a plus besoin de moi pour la guider que toi. Pourquoi es-tu si égoïste et jalouse de ta propre sœur? Au fil des ans, il est devenu plus facile de cesser de lutter. Il était plus facile de s'effacer à l'arrière-plan et de devenir la sœur invisible. J'ai versé toute mon âme, toute mon énergie et toute ma passion dans l'architecture. Il y a quelque chose de profondément guérisseur dans la restauration historique. Vous prenez un bâtiment qui a été complètement négligé, une structure devant laquelle les gens passent tous les jours et l'ignorent parce que sa peinture s'écaille, ses fenêtres sont cassées et ses fondations sont fissurées. Et vous prenez le temps de voir sa véritable valeur cachée. Vous enlevez les rénovations modernes, l'aide et bon marché que les gens y ont collé au fil des ans, et vous trouvez les ossatures d'origine, solides et magnifiques en dessous. Vous redonnez sa dignité au bâtiment. J'ai passé toute ma vingtaine à réparer des bâtiments brisés parce que je ne pouvais tout simplement pas réparer ma famille brisée. Mais Valérie ne pouvait pas me laisser vivre ma vie calme et paisible dans mon propre coin du monde. Mon indépendance la rendait complètement folle. Le fait que j'ai acheté mon propre modeste appartement d'avant-guerre, payé mes propres factures, construit ma propre entreprise et que je n'ai pas eu besoin de la carte de crédit d'un homme riche pour survivre était en quelque sorte une insulte profondément personnelle à toute sa vision du monde. Elle avait besoin que je sois misérable pour que sa vie paraisse brillante et réussie en comparaison. Quand j'ai rompu avec mon petit ami de longue date 6 mois avant ce mariage, parce que nous nous étions simplement assis et avions réalisé que nous voulions des avenirs complètement différents,
Valérie n'a pas offert la moindre once de sympathie fraternelle. Ses yeux s'étaient littéralement illuminés à la table du dîner de Thanksgiving quand je l'ai annoncé. Pour elle, ma rupture très amicale n'était pas un chagrin d'amour. C'était un accessoire. C'était une petite narration tragique très pratique qu'elle pouvait utiliser pour mettre en valeur sa propre romance de conte de fées grandiose et spectaculaire avec Julian. Et maintenant, cette disposition des places à la réception était le clou final et indéniable dans le cercueil. C'était un mouvement délibéré et hautement calculé de la part de Valérie. C'était Valérie qui me disait, et qui disait bruyamment aux 300 personnes les plus riches de la région, exactement où je me situais dans la hiérarchie de sa vie, tout en bas. Je me suis détourné du plan de table en verre illuminé et j'ai regardé la vaste mer de table méticuleusement décorée et inondée de fleurs. J'ai calculé le chemin à parcourir dans ma tête. Je devais passer devant l'immense piste de danse en marbre blanc étincelant. Je devais passer devant les bars secondaires servant de l'alcool importé haut de gamme. Je devais passer devant des arrangements floraux ridicules et imposants d'orchidées et de lys blancs qui coûtaient probablement plus d'euros que ma première voiture. J'ai marché, marché et marché. La table 42 était reléguée tout au fond, dans le coin le plus sombre de la vaste salle de bal, frôlant presque les lourdes portes battantes en bois qui menaient directement à la cuisine du traiteur. L'atmosphère ici changeait complètement. L'air ne sentait plus les orchidées blanches importées. Il sentait le rôti de bœuf, le liquide vaisselle industriel parfumé au citron et la panique frénétique et en sueur du personnel de restauration sous-payé essayant de préparer 300 repas en même temps. L'éclairage périphérique était visiblement plus faible dans ce coin, presque comme si le lieu ne voulait pas gaspiller de l'électricité pour illuminer les rejets sociaux de la soirée. J'ai tiré ma fragile chaise en bois et je me suis assise, sentant une bouffée chaude et piquante d'humiliation ramper dans mon cou. J'ai regardé mes compagnons de table assignés. C'était une assemblée de marginaux vraiment tragiques et comiques. Il y avait ma grand-tante Gladys, qui était actuellement engagée dans une dispute marmonnée, chauffée et très agressive avec sa propre cuillère à soupe. Assis directement en face d'elle se trouvait mon cousin Milton, un homme qui sentait légèrement la naphtaline, la cave humide et la menthe poivrée éventée. Milton avait réussi l'exploit de s'endormir, ronflant doucement, assis complètement droit avant même que les salades du dîner ne soient sorties de la cuisine. Mais la pire partie de la table 42 n'était pas tant Gladys se disputant avec l'argenterie ou Milton coupant du bois. La pire partie absolue était la chaise directement à ma gauche. Elle était complètement vide. Nichée soigneusement dans le rond de serviette en argent reposant sur l'assiette en porcelaine vide se trouvait une carte de placement vierge magnifiquement écrite. Mon estomac s'est noué en un nœud serré et lourd. Je savais exactement ce que c'était. Quand les lourdes invitations de mariage imprimées en or avaient été envoyées 3 mois plus tôt, j'avais clairement indiqué que je viendrais seul. Je ne voulais pas traîner un partenaire aléatoire dans un cirque familial. Valérie m'avait appelé le lendemain même en utilisant ce ton aigu, faussement doux et dégoulinant de venin qui lui était propre. Oh, Nadine, avait-elle roucoulé au téléphone. Es-tu absolument sûr que tu ne veux pas venir accompagner? Je ne peux tout simplement pas supporter l'idée que tu sois assise toute seule, l'air si triste, pendant que Julian et moi célébrons notre véritable amour. Je vais laisser une place libre pour toi, au cas où tu réussirais à trouver quelqu'un à la toute dernière minute. Elle n'avait pas laissé la place libre par espoir ou par amour fraternel. Elle l'avait laissée libre comme un monument physique à mon échec perçu, un rappel tangible et indéniable pour tout le monde à la table et tous ceux qui passaient par là que j'étais seul. J'étais assise sur l'île des jouets inadaptés, gardée par une chaise vide et moqueuse. J'ai pris une gorgée de mon eau pétillante, la glace cliquetant bruyamment contre le verre, essayant désespérément d'avaler l'énorme et lourde boule qui se formait dans ma gorge. Je me suis dit de simplement inspirer et expirer. Je devais juste tenir le coup pendant les discours. Je mangerais le poulet de mariage caoutchouteux et trop cher, je sourirais poliment pour le vidéaste s'il pointait accidentellement la caméra vers ce coin sombre. Je me glisserais par la porte latérale de la cuisine et je prendrais un taxi pour retourner dans la sécurité tranquille de mon appartement. Je devais juste baisser la tête et survivre aux 2 prochaines heures. 1 heure s'est écoulée au ralenti, de manière atroce. Le dîner à plusieurs services a été servi, et le bruit ambiant dans la salle de bal s'est progressivement transformé en un rugissement assourdissant et résonnant de fourchettes en argent cliquetant contre des assiettes en porcelaine et de rires polis et entièrement creux. Assise dans mon coin sombre et négligé près des portes de la cuisine, j'avais en fait un point de vue parfait et dégagé pour observer la grande table d'honneur sans que personne ne me remarque en train de regarder. J'ai observé Julian, mon tout nouveau beau-frère, de très près.
Julien était un cliché ambulant de l'industrie technologique. Il portait un smoking en velours vert foncé sur mesure qui coûtait probablement plus qu'un acompte pour une maison. Et il avait ce genre de coupe de cheveux cher et parfaitement stylé qui crie pratiquement une insécurité profonde. Julien dirigeait une jeune entreprise technologique tape à accent grave l'œil qui était censée utiliser une intelligence artificielle complexe pour perturber le marché de l'immobilier commercial. J'avais en fait regardé son modèle commercial une fois par pure curiosité architecturale professionnelle et j'avais réalisé en 10 minutes que toute son entreprise était essentiellement composée à 90% de mots à la mode creux et à 10% de logiciels réellement fonctionnels. Il comptait entièrement sur des injections massives de capitaux à risque de plusieurs millions d'euros pour maintenir son entreprise à flot et pour financer son style de vie somptueux et excessif. Mais en ce moment, assis à côté de ma sœur rayonnante au centre de l'univers, Julien avait l'air incroyablement nerveux. Il n'arrêtait pas de vérifier son téléphone sous la table, son genou rebondissant rapidement de haut en bas. Il riait un peu trop fort, un son aigu et aboyant à des blagues qu'il ne pouvait pas entendre par-dessus les basses de la musique de fond, et il n'arrêtait pas d'éponger frénétiquement la sueur de son front avec une serviette en lin monogrammée. Il ressemblait beaucoup moins à un marié triomphant et riche et beaucoup plus à un homme désespéré attendant la lecture d'un verdict de culpabilité. Mais Valérie n'a pas remarqué sa panique. Valérie ne remarquait jamais rien qui n'impliquait pas directement son propre reflet. Valérie était complètement dans son élément, rayonnant pratiquement d'une suffisance radioactive alors qu'elle tenait sa cour, ignorant complètement le fait que l'homme à côté d'elle semblait pâle et translucide. Soudain, le cliquetis aigu d'une cuillère contre une flûte à champagne en cristal a résonné dans les haut-parleurs, signalant le début des discours de la soirée. La salle massive s'est progressivement calmée, les invités tournant leurs chaises vers la table d'honneur. Le témoin de Julien a commencé. Il s'est levé, titubant déjà légèrement à cause de trop de whisky, et a prononcé un discours prévisible, vulgaire mais aux airs de richesse. Il a parlé de leurs folles années d'université, a cité les noms de plusieurs clubs de golf exclusifs et a vaguement fait référence à des accords commerciaux massifs, jetant du jargon financier pour rappeler à tout le monde dans la pièce exactement combien d'euros ils possédaient tous prétendument. C'était épuisant à écouter. Ensuite, mon père a pris le microphone. Il a rendu un hommage larmoyant et légèrement répété de 10 minutes à sa petite fille parfaite et magnifique. Il a parlé de l'enfance de Valérie, de ses accomplissements et de la fierté qu'il éprouvait pour la femme qu'elle était devenue. Il ne m'a pas mentionné une seule fois. Pas une seule référence en passant au fait qu'il avait 2 filles. Il m'a complètement effacé du récit familial devant 300 personnes, tout comme il l'avait toujours fait. Et puis l'organisateur du mariage a tendu le microphone noir et élégant à la mariée. C'était le tour de Valérie. Elle s'est levée lentement, s'assurant que tous les yeux dans la pièce étaient fixés sur elle. Elle était véritablement à couper le souffle dans sa robe en dentelle sur mesure, les lumières périphériques captant parfaitement les lourds diamants étincelants à son cou. Elle a commencé exactement comme vous vous attendriez à ce qu'une personne narcissique commence. Elle a remercié les parents de Julien en utilisant une voix d'une douceur écœurante pour l'avoir accueilli dans leur famille historique d'élite. Elle a remercié ces demoiselles d'honneur, les qualifiant de sœurs de cœur absolu, de piliers, louant leur beauté et leur loyauté. La foule buvait ses paroles. C'était une classe de maître absolu en fausse humilité. Mais ensuite Valérie a fait une pause. Elle a pris une profonde inspiration théâtrale, abaissant légèrement le microphone. Un sourire lent, méchant et hautement calculé s'est répandu sur ses lèvres brillantes et parfaitement peintes. Ses yeux ont cessé de scruter les tables réservées. Elle a regardé juste au-delà de la vaste piste de danse. Elle a regardé au-delà des signes de glace qui fondaient. Ses yeux se sont fixés avec la précision terrifiante d'un prédateur directement dans le coin sombre juste à côté des portes de la cuisine. Et bien sûr, a ronronné Valérie dans le microphone, sa voix résonnant vivement sur les plafonds voûtés, je dois absolument prendre un moment spécial ce soir pour remercier ma sœur aînée, Nadine. L'atmosphère entière dans la pièce a changé instantanément. 300 têtes se sont tournées à l'unisson, regardant autour d'elle, confuses, essayant de comprendre où la mariée regardait. Une équipe de tournage massive et lourde a dû littéralement soulever et faire pivoter ses trépieds, scrutant les bords sombres de la pièce pour me localiser. Nous n'étions honnêtement même pas sûrs qu'elle pourrait venir ce soir pour célébrer avec nous, a continué Valérie, sa voix dégoulinante d'une fausse sympathie épaisse et mielleuse qui a glacé le sang dans mes veines. Elle travaille si incroyablement dur, vous savez, toujours enterrée seule dans ses plans poussiéreux, toujours si farouchement indépendante. Elle a prononcé le mot indépendante comme s'il s'agissait d'une maladie contagieuse en phase terminale,
comme si c'était quelque chose dont il fallait avoir profondément pitié. Quand sa carte de réponse est revenue par la poste sans accompagnant à nouveau, j'ai dit à Julian, chérie, nous devons absolument faire quelque chose de spécial pour elle ce soir. Nous ne pouvons pas la laisser se sentir exclue pendant que nous célébrons notre amour parfait. Je me suis figé. J'ai complètement cessé de respirer. Mes poumons semblaient s'être transformés en plomb. Le bruit ambiant dans la pièce, le cliquetis des verres, les murmures silencieux ont complètement disparu, ne laissant que le son amplifié de la voix de ma sœur résonnant à travers 30 haut-parleurs haut de gamme. Alors, a dit Valérie, son sourire s'élargissant en un immense sourire triomphant, faisons tous de grands et chaleureux applaudissements de soutien pour Nadine, qui tient courageusement le fort des célibataires tout au fond, à la table 42. Le technicien de l'éclairage, parfaitement informé par ma sœur lors de leur répétition avant la réception, a braqué un projecteur de scène massif, dur et d'une blancheur aveuglante directement à travers la salle de bal. Le faisceau épais a traversé l'éclairage périphérique romantique et tamisé et m'a frappé en plein visage. J'ai soudainement été illuminé comme un prisonnier en fuite pris contre un mur de briques par une tour de garde. La lumière était si incroyablement intense qu'elle a physiquement brûlé mes rétines. Je ne pouvais plus voir la foule. Je ne pouvais voir qu'un mur de blanc aveuglant. Nous avons même veillé à laisser une chaise vide juste à côté d'elle, a résonné joyeusement la voix de Valérie depuis le vide aveuglant, juste au cas où son prince charmant imaginaire déciderait enfin de s'incruster à la réception et de la sauver de la solitude. Pendant 3 secondes atroces, longues et horribles, il y a eu un silence absolu et de mort dans la grande salle de bal. Personne n'a bougé. Personne n'a respiré. Et puis les rires ont commencé. Cela n'a pas commencé comme un rugissement massif. Cela s'est propagé dans la pièce comme une vague cruelle. D'abord, ce furent des petits rires polis et hésitants de la part des partenaires commerciaux plus âgés qui ne voulaient tout simplement pas être impolis envers la mariée. Ensuite, les insupportables amis de Julian à la table 3 ont laissé échapper des rires forts, aboyants et agressifs. Les demoiselles d'honneur parfaitement maquillées ont ricané bruyamment dans leur flûte à champagne en se penchant les unes vers les autres. En 10 secondes, les rires épars se sont transformés en un amusement collectif, rugissant, véritable et assourdissant de la part de 300 étrangers fortunés. Ils riaient de moi. 300 personnes en costume sur mesure et robes de créateur riaient de mon humiliation absolue. Tante Gladys, complètement inconsciente de la cruauté vicieuse de la blague, a même commencé à taper des mains avec enthousiasme, me souriant. Milton ne s'est même pas réveillé, la tête reposant toujours sur sa poitrine. Je suis resté complètement paralysé sur ma fragile chaise en bois. Le projecteur blanc et dur exposait chaque centimètre de ma robe bleu marine ringarde, mon visage pâle et choqué, et la chaise atrocement vide juste à côté de moi avec sa carte de placement vierge. Je pouvais à peine voir à travers l'éclat aveuglant, mais alors que mes yeux s'ajustaient légèrement, je pouvais distinguer la silhouette de Valérie debout à la table d'honneur. Elle levait sa flûte à champagne en cristal vers moi dans un toast moqueur et triomphant. Julian se tenait juste à côté d'elle, appuyé sur la table, riant si fort que ses épaules tremblaient. Il a même levé la main pour essuyer une larme d'amusement de ses yeux. Ce n'était pas seulement une blague de mariage inoffensive. C'était une exécution publique et brutale de ma dignité. Valérie ne voulait pas seulement célébrer son mariage. Elle voulait cimenter sa victoire ultime sur moi. Elle voulait montrer à sa nouvelle belle famille d'élite, à ses amis riches et à nos parents exactement où je me situais dans la hiérarchie de la vie. J'étais l'exemple officiel à ne pas suivre. J'étais la sœur tragique, indésirable et pathétique de la vieille fille, utilisée comme une chute bon marché pour faire briller la mariée radieuse juste un peu plus. Le projecteur s'est miséricordieusement éteint avec un clic sonore, me replongeant violemment dans la lumière tamisée et sombre de mon coin. La chaleur rayonnant de mon visage était insupportable, comme si j'avais une forte fièvre. Mon cœur battait contre mes côtes si fort et si vite que je pensais sincèrement qu'il pourrait me fêler le sternum. Les rires rugissants dans la pièce ont commencé à s'éteindre lentement, instantanément remplacés par les faibles murmures bourdonnants des gens qui chuchotaient à mon sujet derrière leurs mains. C'était ça. J'avais fini. Ma limite avait été atteinte et largement dépassée. J'ai attrapé mon petit sac à main noir sur la table, mes doigts tremblant si violemment que je pouvais à peine saisir le fermoir métallique. Je me fichais complètement de faire une scène maintenant. Je me fichais de la colère hurlante et inévitable de Brenda demain matin ou des fausses excuses manipulatrices de Valérie. Je voulais juste disparaître dans la nuit. J'ai repoussé ma chaise, les pieds en bois raclant bruyamment le sol, me préparant à me lever,
à me retourner et à sortir directement par les portes battantes de la cuisine derrière moi, dans la ruelle froide. Mais juste au moment où ma main s'enroulait fermement autour de la poignée de mon sac à main, prête à courir, les lourdes portes en chaîne du couloir de service juste derrière moi se sont violemment ouvertes. Un homme a franchi les portes de service, apportant avec lui une soudaine rafale d'air d'automne frais et vif depuis le quai de déchargement. Je me suis arrêté à moitié levé de ma chaise, mes muscles figés, mon sac à main planant à quelques centimètres de la nappe. Je l'ai fixé. Il n'avait certainement pas l'air d'un membre du personnel de restauration. Il n'avait pas non plus l'air d'un invité perdu essayant de trouver les toilettes. Il se déplaçait avec une grâce silencieuse, mortelle et indéniable qui a instantanément fait s'écarter l'énergie frénétique et paniquée du personnel de restauration autour de lui comme la mer Rouge. Des serveurs portant d'énormes plateaux lourds d'assiettes sales se sont littéralement plaqués contre les murs carrelés pour le laisser passer, même s'ils n'avaient pas prononcé un seul mot ni fait le moindre geste vers eux. Sa simple présence exigeait une conformité immédiate. Il était grand avec des cheveux noirs qui semblaient légèrement ébouriffés, comme s'il venait de sortir d'une voiture privée se déplaçant à des vitesses extrêmement élevées. Il était vêtu d'un costume bleu nuit sur mesure parfaitement coupé qui murmurait une immense richesse générationnelle plutôt que de la hurler comme la monstruosité en velours de Julian. Pas de logo voyant, pas de texture de velours, juste une coupe immaculée et sans défaut. Il avait une mâchoire nette et très anguleuse, mais ce sont ses yeux qui ont vraiment attiré mon attention. Ils étaient d'un gris sombre et orageux, et actuellement il scrutait la pièce caverneuse et opulente avec un détachement clinique absolu. Il s'est arrêté juste près de ma table, ajustant nonchalamment ses coûteux boutons de manchette en argent. Il a regardé directement au-delà des énormes compositions florales, au-delà de la piste de danse bondée, et a fixé directement la table d'honneur grandiose à l'autre bout de la pièce, où Valérie se prélassait toujours dans les applaudissements résiduels de son discours cruel et humiliant. Puis il a baissé les yeux vers ses mains. Il tenait une version imprimée plus petite du plan de table, qu'il avait vraisemblablement récupéré sur le bureau du hall d'entrée en entrant. Je l'ai observé depuis mon coin sombre, toujours complètement figé dans une position à moitié debout. J'ai vu ses yeux sombres et orageux se plisser légèrement alors qu'il regardait les noms imprimés pour la table 1. J'ai suivi son regard intense à travers l'immense pièce. Juste à côté de Julian, le marié, dans ce qui était clairement censé être un siège de suprême honneur et de respect, était assis un type de la vingtaine au style voyant dans un blazer fluo. Le type filmait bruyamment une vidéo pour les réseaux sociaux, tenant un anneau lumineux portable attaché à son téléphone, ignorant complètement la réception de mariage autour de lui. Il était instantanément évident ce qui s'était passé. Valérie, dans son obsession maniaque absolue pour l'esthétique parfaite et pour s'assurer que la table d'honneur semblait complètement pleine pour les coûteux photographes professionnels, avait dû paniquer quand cet invité très important était arrivé en retard. Elle ne pouvait tout simplement pas supporter qu'une chaise vide ruine sa parfaite symétrie visuelle. Alors, elle avait rempli son siège hautement estimé avec l'un de ses amis influenceurs bruyants et insupportables. L'homme debout près de moi n'avait pas l'air en colère. Au contraire, un sourire en coin ironique, très amusé et incroyablement dangereux jouait sur ses lèvres. C'était le sourire exact d'un super prédateur regardant sa proie marcher volontairement et joyeusement dans un piège en acier. Il n'a pas soupiré ni ne s'est plaint. Il a simplement laissé tomber le plan de table imprimé sur le plateau d'un traiteur à proximité, plein de verres à eau vide et sale. Il n'a pas marché vers l'avant de la salle pour réclamer sa place légitime. Il a complètement contourné toute la mer de tables riches et proéminentes, a tourné le dos à la piste de danse scintillante et a marché directement vers le tout fond de la pièce, vers les portes de la cuisine, vers la table 42. J'ai retenu mon souffle lorsque ses chaussures en cuir poli se sont arrêtées juste au bord de notre table. Il a baissé les yeux sur mon cousin Milton endormi avec un regard de fascination légère et détaché. Il a fait un signe de tête poli et très respectueux à tante Gladys alors qu'elle continuait à polir agressivement sa cuillère à soupe avec une serviette, et puis ses yeux gris orageux se sont posés directement sur moi. De près, l'intensité pure de son regard était presque écrasante. Il ne m'a pas regardé avec la pitié pathétique et condescendante que 300 autres personnes venaient de diriger vers moi une minute auparavant. Il m'a regardé avec une curiosité vive, intelligente et perçante. Il n'a pas demandé la permission. Il a tendu nonchalamment une grande main et l'a posée fermement sur le dossier de la chaise vide juste à côté de moi, la chaise exacte dont Valérie venait de se moquer devant tout le monde. La fameuse chaise du prince charmant. « Dites-moi » a-t-il dit. Sa voix était un baryton profond, résonnant et incroyablement doux qui a envoyé un frisson complètement involontaire le long de ma colonne vertébrale.
C'était la voix d'un homme qui avait l'habitude de donner des ordres complexes dans des pièces très silencieuses et très puissantes. Cette place est-elle réellement réservée à un prince hypothétique, ou cela vous dérange-t-il si un retardataire profondément décalé s'incruste dans la forteresse? Je l'ai regardé, mon cerveau court-circuitant complètement et totalement. La chaleur torride de mon humiliation publique précédente s'est heurtée violemment à la confusion pure et déconcertante de ce moment exact. Vous avez entendu ça? J'ai réussi à croasser, ma voix semblant incroyablement petite et rauque. J'étais debout juste dans le hall principal, a-t-il répondu doucement, tirant la chaise en bois et s'asseyant à côté de moi avec une élégance fluide et sans effort qui faisait ressembler Julien à un adolescent maladroit et mal coordonné. Votre sœur a une excellente projection vocale et, semble-t-il, une personnalité venimeuse vraiment terrifiante. Je suis Harrison, au fait. Il a offert sa main droite à travers la nappe en lin blanc. Je l'ai regardé pendant une seconde, mon esprit s'emballant avant de finalement tendre la mienne et de la prendre. Sa poigne était ferme, étonnamment chaleureuse et profondément ancrée. Nadine, ai-je dit, ma voix reprenant une fraction de sa force normale. La vieille fille soi-disant tragique et désespérément solitaire de la table 42. Harrison a laissé échapper un petit rire authentique et grave qui semblait vibrer dans sa poitrine. Il a pris un verre à eau propre au centre de la table et s'est servi un verre dans le pichet couvert de condensation, agissant exactement comme si s'asseoir dans le coin le plus sombre et le plus pathétique de la pièce était exactement ce qu'il avait prévu depuis le début. Eh bien, Nadine, a dit Harrison, prenant une gorgée d'eau lente et regardant la foule scintillante et chaotique. En tant que personne qui évite activement le premier rang de ces cirques absolus et sans aucune retenue, je pense que la table 42 est le meilleur emplacement de toute la pièce. Nous avons un accès direct et sans entrave aux portes de la cuisine pour une évasion rapide. Nous avons une exposition minimale à l'ego stupéfiant et étouffant de la mariée, et nous n'avons pas à faire semblant de nous soucier de ces absurdes centres de table de signes fondants. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Un petit rire sincère a échappé à mes lèvres. C'était complètement étranger dans ma gorge. L'humiliation écrasante et étouffante d'il y a 5 minutes a commencé à s'estomper rapidement, remplacée par une curiosité bizarre, surréaliste et presque enivrante. « Qui êtes-vous exactement » ai-je demandé, penchant la tête, étudiant son profil. « Vous n'êtes certainement pas de la famille de la mariée, parce que je le saurais absolument. Et vous n'avez pas l'air d'être assez arrogant ou bruyant pour être l'un des amis d'université de Julien. » Harrison a souri, une petite courbe authentique de ses lèvres, posant son verre. « Je connais Julien par le travail. Il m'a invité il y a plusieurs mois. J'ai été gravement retardé à Londres pour conclure une affaire, donc j'ai complètement manqué la cérémonie. Je viens juste d'arriver. J'imagine que le fait de vous retrouver sous les projecteurs plus tôt a été une expérience assez horrible pour vous. J'ai survécu à pire, ai-je menti, baissant les yeux sur mes mains fermement jointes sur mes genoux. Valérie a une manière très unique et pratiquée de se sentir plus grande en coupant systématiquement les jambes de tout le monde au niveau des genoux. L'insécurité porte généralement la robe la plus bruyante et la plus chère, a noté calmement Harrison. Il s'est légèrement penché, son attention se détournant entièrement de la fête massive pour se poser directement sur moi, me donnant l'impression que nous étions les deux seules personnes à respirer dans toute cette pièce chaotique. Pour ce que cela vaut, Nadine, le bleu marine vous va bien. Vous êtes la seule femme dans toute cette pièce qui n'a pas l'air d'essayer désespérément de prouver quelque chose à des gens qui ne se soucient pas d'elle. Une rougeur authentique et incontrôlable a grimpé sur mes joues, réchauffant mon visage d'une manière qui n'avait absolument rien à voir avec mon humiliation précédente. Je n'avais pas reçu de compliments depuis des mois, et encore moins de la part d'un homme qui avait l'air de pouvoir acheter et vendre nonchalamment tout le domaine de Hawkhaven avant son café du matin. Et il n'a pas complimenté mon apparence d'une manière bon marché et superficielle. Il a complimenté ma présence. Il a reconnu mon refus de jouer le jeu. Pendant l'heure suivante, un phénomène véritablement bizarre et merveilleux s'est produit dans ce coin sombre et négligé de la salle de bal. Nous sommes tombés dans une conversation incroyablement facile, magnétique et fluide. La musique pop assourdissante et odieuse hurlant depuis la piste de danse, le cliquetis du cristal coûteux, les faux rires stridents des demoiselles d'honneur de Valérie, tout cela s'est lentement estompé en un bourdonnement de fond sourd et sans importance. C'était comme si Harrison et moi étions assis dans une bulle de verre silencieuse et insonorisée. J'ai appris qu'il détestait absolument le glaçage en pâte à sucre sur les gâteaux parce qu'il avait le goût de plastique sucré. J'ai appris qu'il préférait un simple verre de whisky vieilli au champagne cher et pétillant qu'il servait ce soir. Et j'ai appris qu'il trouvait que les mariages de la haute société,
en particulier ceux financés par des entreprises technologiques, était une étude psychologique infiniment fascinante sur la vanité humaine et l'illusion financière. Ce sont toujours les personnes ayant le moins de capital liquide réel qui insistent pour louer les plus grandes sculptures de glace, a noté sèchement Harrison, regardant un serveur éponger la flaque d'eau entourant les signes fondants. Je me suis retrouvé à m'ouvrir à lui d'une manière dont je ne m'étais ouverte à personne depuis des années. Je lui ai tout raconté sur mon petit cabinet d'architecture indépendant. Je lui ai parlé de ma passion profonde et constante pour la restauration des bâtiments historiques d'avant-guerre. J'ai expliqué à quel point j'aimais la vie calme, paisible et délibérément modeste que je m'étais soigneusement construite, loin de l'ascension sociale implacable et épuisante de ma famille. J'ai parlé de l'intégrité structurelle de la maçonnerie en briques, de la beauté des parquets d'origine et de la tragique obsession moderne de démolir l'histoire pour construire des boîtes en verre bon marché. Il m'écoutait avec une intensité qui était presque troublante. Dans ma famille, chaque fois que je parlais de ma carrière, Brenda perdait immédiatement son attention, regardait sa montre ou m'interrompait pour parler de la dernière séance de shopping de Valérie. Mais Harrison n'a pas détourné le regard une seule fois. Il a posé des questions incroyablement pointues et intelligentes. Il voulait connaître les lois de zonage, les subventions de préservation et les défis spécifiques de la modernisation de la plomberie du XIXe siècle sans détruire les murs en plâtre d'origine. « Vous vous souciez vraiment de ce que vous faites ?» a dit Harrison, ses yeux orageux fixés sur les miens. Vous construisez des choses qui sont censées durer. C'est un trait incroyablement rare dans un monde complètement obsédé par le temporaire et le jetable. J'ai souri, prenant une autre gorgée de mon eau. J'aime les choses qui sont réelles, même si elles sont un peu poussiéreuses et cassées au début. Surtout si elles sont un peu cassées au début, a corrigé doucement Harrison, son regard tombant sur mes lèvres pendant une fraction de seconde avant de croiser à nouveau mes yeux. Nous étions en plein milieu de rire d'une blague calme et incroyablement spirituelle qu'il venait de faire à propos du cousin Milton, qui s'était brièvement réveillé en reniflant, avait regardé autour de lui dans une panique aveugle, et s'était immédiatement rendormi. Quand j'ai remarqué un changement soudain et radical dans l'atmosphère de la pièce. Le bourdonnement ambiant de la foule avait considérablement baissé de volume. L'énergie est passée de festive à tendue. J'ai levé les yeux de notre table, mon regard balayant la pièce. À la table 1, la vaste et magnifique table d'honneur, le marié s'était levé. Julien ne riait plus. Il se tenait complètement rigide, serrant sa serviette en lin blanc dans sa main si fort que ses jointures étaient d'un blanc éclatant. Il regardait directement à travers la salle de bal massive, droit dans notre coin sombre et ombragé. Son visage était complètement vidé de ses couleurs. Il avait l'air plus pâle que les orchidées blanches qui couvraient sa table. Il avait littéralement l'air de venir de voir un fantôme tenant un mandat d'exécution. Julien a tendu la main frénétiquement, sa main tremblant violemment, et a tapoté Valérie à plusieurs reprises sur son épaule nue. Il a pointé un doigt manucuré et tremblant directement vers la table 42. « Oh » ai-je murmuré, la bulle chaude et confortable autour de nous éclatant soudainement. Mon anxiété s'est ravivée dans ma poitrine. Je crois que le marié vient de vous repérer assis ici, dans la section des rejetés. Harrison n'a pas bronché. Il n'a même pas tourné la tête pour regarder la table d'honneur. Il s'est juste adossé sur sa fragile chaise en bois, a croisé une longue jambe élégamment taillée sur l'autre, et a pris une gorgée lente et hautement délibérée de son eau. « Laissez-le regarder » a dit Harrison, sa voix tombant dans un calme lisse et glacial qui a fait se dresser les poils sur mes bras. Valérie, complètement agacée par le fait que son nouveau mari interrompait sa conversation avec la femme du maire, a chassé la main tremblante de Julien de son épaule. Mais Julien a insisté, attrapant son bras avec une prise désespérée et la forçant à regarder le long de la salle de bal. J'ai regardé le regard de Valérie suivre son doigt tremblant. Même à 30 mètres de distance, j'ai pu voir le moment exact où ses yeux se sont verrouillés sur notre table. J'ai pu voir la confusion pure et sans mélange contorsionner physiquement son visage parfaitement poudré et lourdement modelé. Elle a plissé les yeux, se penchant légèrement en avant, essayant de donner un sens à l'information visuelle que son cerveau recevait. Elle m'a vu, sa sœur aînée pathétique et célibataire dans la robe bleu marine ringarde, assise exactement là où elle m'avait banni. Mais à côté de moi, assis nonchalamment sur la chaise vide et moqueuse du prince charmant qu'elle venait de ridiculiser publiquement, se trouvait un homme qui exudait clairement plus de pouvoir, de richesse et d'autorité brute que toutes les personnes à la table d'honneur réunies. Elle a chuchoté quelque chose furieusement à Julien. Julien a secoué la tête rapidement, la bouche légèrement ouverte, ayant l'air d'être sur le point de faire un arrêt cardiaque massif. Il a essuyé une nouvelle couche de sueur de son front.
Soudain, Valérie est passée à l'action. Elle s'est brusquement levée de sa chaise en forme de trône, la repoussant violemment. Elle a rassemblé des poignets de sa jupe en dentelle massive et volumineuse, ignorant complètement les protestations de ses demoiselles d'honneur, et a commencé à marcher à grands pas à travers l'énorme piste de danse en marbre blanc. Julien la suivait de près, trébuchant légèrement sur ses propres chaussures en velours coûteuses, ressemblant exactement à un chiot terrifié et grondé qu'on traîne chez le vétérinaire. La perturbation était immédiate et incroyablement évidente. Des centaines d'invités fortunés ont tourné la tête, interrompant leur conversation, regardant la mariée radieuse abandonner son sanctuaire VIP pour marcher furieusement vers les portes battantes de la cuisine au fond de la salle. Les photographes, sentant le changement soudain et chaotique dans le récit parfaitement planifié de la soirée, ont commencé à prendre des photos en rafale de leur sprint désespéré. Ils viennent vers nous, ai-je chuchoté, mon rythme cardiaque augmentant rapidement. Mes mains ont agrippé le bord de la nappe. Ils courent littéralement. Harrison, pourquoi Julien a-t-il l'air d'être sur le point de vomir violemment? Harrison a posé nonchalamment son bras sur le dossier de ma chaise, ses doigts effleurant le tissu de ma robe. Il avait l'air entièrement et remarquablement indifférent à la tempête imminente de la colère de ma sœur. Il ressemblait à un homme regardant une émission de télévision légèrement amusante et entièrement prévisible. Julien a l'air de vouloir vomir, a dit calmement Harrison, gardant les yeux fixés sur moi, parce que Julien compte entièrement sur ma société d'investissement pour maintenir sa petite entreprise défaillante complètement à flot, Nadine. Sans mes injections de liquidité trimestrielles, il ne peut pas se permettre ses bureaux, son personnel ou ce costume en velours ridicule qu'il porte. Mon estomac a complètement lâché de mon corps. Il a plongé au-delà de mes pieds et dans les lattes du plancher. Mon cerveau a désespérément essayé de traiter ce qu'il venait de dire. Société d'investissement, entreprise technologique. J'ai fixé sa mâchoire nette, son costume cher et discret, et soudain un nom que j'avais lu dans un grand magazine financier des mois plus tôt s'est mis en place dans mon esprit. Vous êtes Harrison Pierce, ai-je soufflé, les yeux écarquillés par le choc pur. Harrison Pierce, le magnate de la technologie milliardaire absolument impitoyable et insaisissable. L'homme qui était célèbre dans le monde financier pour démanteler complètement les entreprises défaillantes et licencier les cadres incompétents sans une seule once d'hésitation. C'était l'homme qui finançait la fortune même que ma sœur pensait épouser. Vous êtes le patron de Julien, ai-je chuchoté, sentant l'ampleur absolue de la situation s'abattre sur moi. Je préfère le terme propriétaire, m'a corrigé Harrison, une lueur sombre, très amusée et incroyablement dangereuse clignotant dans ses yeux orageux. Mon entreprise possède exactement 70% de toute son opération. Mais en ce moment, à cet instant précis, je suis juste un homme qui passe un moment merveilleux assis à la meilleure table absolue de la pièce. Avant même que je puisse formuler une réponse à cette révélation terrifiante, Valérie est arrivée à notre table. Valérie était légèrement essoufflée à force de marcher à grands pas dans un corset lourd. Elle s'est arrêtée à quelques centimètres de notre table, ses yeux passant frénétiquement et sauvagement de moi au milliardaire assis si nonchalamment à côté de moi. Le ton maladif, doux et profondément condescendant qu'elle me réservait habituellement en exclusivité a complètement disparu en un instant, immédiatement remplacé par un ton paniqué, haletant et aigu. Monsieur Pierce, a haleté Valérie, forçant un large sourire complètement paniqué et tremblant sur son visage. Oh mon Dieu, nous sommes si incroyablement et véritablement honorés que vous ayez pu venir ce soir. Mais oh mon Dieu, il y a clairement eu une erreur terrible, terrible et impardonnable avec la disposition des places. Elle m'a lancé un regard vicieux et accusateur, comme si j'avais personnellement kidnappé ce milliardaire et l'avais attaché à la chaise en bois. L'organisatrice de mariage a dû perdre complètement la tête, en plaçant quelqu'un de votre immense stature tout au fond ici dans le noir, à côté des portes de la cuisine, a continué Valérie rapidement, en agitant les mains. Julien est arrivé une seconde plus tard, complètement essoufflé, transpirant abondamment à travers la doublure en soie sur mesure de son smoking hors de prix. Harrison, monsieur, je suis tellement incroyablement désolé pour cela, a balbutié Julien, la voix craquant légèrement. Il avait l'air terrifié. Nous avons une place spectaculaire réservée exclusivement pour vous tout en haut, à la table d'honneur, juste à côté de nous. S'il vous plaît, je vous en supplie, laissez-moi vous escorter personnellement jusqu'à l'avant. Nous avons la meilleure vue de la salle. Harrison ne s'est pas levé. Il n'a pas décroisé les jambes. Il n'a même pas pris la peine de boutonner la veste de son costume, une courtoisie de base habituellement accordée à une mariée. Il est resté simplement assis là, ses bras reposant toujours nonchalamment sur le dossier de ma chaise, et a regardé Valérie.
Puis il a lentement déplacé son regard orageux vers Julien. Son expression, qui avait été chaleureuse et engagée en me parlant quelques instants plus tôt, s'est complètement durcie. Elle s'est transformée en une glace pure et absolue. Il n'y a absolument aucune erreur avec la disposition des places, Julien, a dit Harrison. Sa voix n'était pas forte, mais elle portait une autorité froide et lourde qui a semblé faire baisser instantanément la température de l'air environnant. Je suis arrivé en retard de l'aéroport. Je suis entré et j'ai vu que ma place attribuée et très estimée avait été donnée à un jeune homme qui était occupé à filmer une chorégraphie de danse pour Internet. J'ai donc pris l'initiative de me trouver une place bien meilleure et beaucoup plus calme. Non, non, non. Absolument pas. Nous allons le jeter dehors immédiatement, a interrompu Valérie désespérément, sa voix stridente avec la panique montante. Elle m'a de nouveau foudroyé du regard avec une haine pure. Nous allons physiquement vider toute la table tout de suite. Vous ne pouvez absolument pas vous asseoir ici avec Nadine. C'est la table de débordement. C'est là que nous mettons les extras. Harrison a tourné la tête très lentement. Il m'a regardé et ses yeux se sont complètement adoucis, rayonnant d'une chaleur authentique qui contredisait totalement la glace brûlante qu'il dirigeait actuellement vers ma sœur paniquée. Je suis totalement et fondamentalement en désaccord avec votre évaluation, Valérie, a dit Harrison doucement, sa voix résonnant d'une puissance calme et indéniable. Je passe en fait une soirée véritablement merveilleuse et fascinante exactement là où je suis. J'apprends à connaître votre sœur, vraiment remarquable et très intelligente. Il a fait une pause, laissant le poids de ses mots s'enfoncer avant de porter le coup dévastateur final. Donc, si cela ne vous dérange pas, a dit Harrison, en regardant Julien avec un regard vide terrifiant, Nadine et moi étions en plein milieu d'une conversation très engageante. Vous nous interrompez. Le silence qui est tombé instantanément sur nous quatre était complètement assourdissant. On aurait pu entendre une épingle tomber sur le tapis. La mâchoire de Valérie était littéralement pendante. Elle ressemblait à un poisson cherchant de l'air sur un quai sec. Au cours de ses 28 années d'existence privilégiée, on ne lui avait jamais parlé ainsi, et encore moins renvoyé comme une serveuse agaçante et importune. Julien avait l'air de vouloir que les lattes du parquet poli s'ouvrent et l'engloutissent tout entier. Il a regardé Harrison, puis m'a regardé, réalisant avec une clarté absolument terrifiante que la femme dont sa nouvelle épouse venait de se moquer brutalement devant 300 personnes était actuellement assise sous la protection directe et inébranlable du seul homme sur Terre qui tenait tout son avenir financier entre ses mains. Et je suis simplement resté assise là, à la table 42 près des portes de la cuisine, sentant le poids lourd et étouffant d'une vie entière d'humiliation se soulever soudainement et miraculeusement de mes épaules. La tension lourde et étouffante qui irradiait de la table 42 semblait assez dense pour fissurer physiquement les fondations en pierre du domaine de Haucaven. Les mains parfaitement manucurées de Valérie tremblaient littéralement le long de son corps. Le bracelet en diamant lourd et incroyablement cher, une pièce d'un bijoutier haut de gamme que Julien s'était vanté bruyamment de pouvoir s'offrir pendant le dîner de répétition, brillait vivement sous l'éclairage périphérique tamisé alors que son poignet tremblait. Ses yeux passaient frénétiquement de l'expression de granit inflexible de Harrison à mon visage calme, cherchant désespérément la chute d'une blague qui ne venait tout simplement pas. « Monsieur Pierce, s'il vous plaît » a pratiquement supplié Julien, sa voix baissant d'une octave dans une tentative triste et désespérée de regagner un semblant de masculinité perdu devant sa nouvelle épouse. « Toute la table d'honneur vous attend là-haut. Le président directeur général de Vanguard Logistique y est assis. Le maire de la ville est là. Nous avons une bouteille de champagne vintage très exclusive qui attend dans la glace, spécialement destinée à être débouchée pour votre arrivée. » Harrison a finalement levé les yeux vers Julien. La légère lueur amusée qui dansait dans ses yeux gris orageux toute la soirée avait entièrement disparu. Elle a été instantanément remplacée par le regard terrifiant, calculateur et glacial d'un homme qui démantelait régulièrement des sociétés entières, licenciait des conseils d'administration et liquidait des actifs avant son café du matin. « Julien » a dit Harrison doucement, son ton étant conversationnel, poli, mais teinté d'un acier absolu et incassable, « je me fiche de Vanguard Logistique. Je me fiche du maire de la ville et je me fiche certainement d'un champagne sucré hors de prix. » Harrison s'est légèrement penché en avant, appuyant ses coudes sur la nappe bon marché, envahissant complètement l'espace psychologique de Julien sans même se lever. « Ce dont je me soucie, » a poursuivi Harrison, baissant la voix de sorte que seuls nous quatre puissions entendre la destruction absolue qu'il s'apprêtait à déclencher. C'est l'image incroyablement mauvaise d'un fondateur d'entreprise dont le financement est actuellement en train de perdre de l'argent à un rythme alarmant.
qui organise un mariage vaniteux d'un demi-million d'euros tout en licenciant simultanément toute son équipe de développement un vendredi après-midi. La dernière trace de couleur a complètement disparu du visage de Julien. Il avait l'air de venir d'être frappé physiquement au ventre avec une batte de baseball. Il a légèrement vacillé sur ses pieds. Valérie a laissé échapper un petit halètement étouffé et aigu. Sa main a volé pour couvrir sa bouche. « Je suis venu ici ce soir », a continué Harrison implacablement, ne laissant pas Julien respirer, parce que je voulais voir exactement où allait mon investissement. Et je dois l'admettre, Julien, les orchidées blanches importées couvrant chaque surface et les imposantes sculptures de glace en forme de cygne qui fondent sont une touche vraiment stupéfiante. Une gestion très frugale, extrêmement responsable des ressources de l'entreprise. Monsieur, s'il vous plaît. Je peux vous expliquer en détail les rapports financiers trimestriels, a balbutié Julien pathétiquement, d'épaisses gouttes de sueur perlant et roulant maintenant visiblement sur son front, ruinant sa coupe de cheveux onéreuse. Le mariage a été en grande partie financé par des prêts personnels. Et gardez votre fiction créative pour la réunion d'urgence du conseil d'administration de lundi matin, l'a interrompu Harrison sans effort, sa voix assez tranchante pour couper du verre. Il a agité une main dédaigneuse en l'air, exactement comme on balayerait une mouche bourdonnante et agaçante. Retournez auprès de votre mariée rougissante, a ordonné doucement Harrison. Retournez à votre projecteur coûteux et à vos faux influenceurs. Nadine et moi discutons actuellement de l'intégrité structurelle des fondations architecturales d'avant-guerre, qui, très franchement, sont infiniment plus stables que votre modèle de revenu actuel. Julien a dégluti difficilement, une gorgée audible dans le coin calme. Il a hoché la tête machinalement, les yeux complètement vides et vaincus. Il a tendu la main et a attrapé le bras de Valérie, la tirant fermement en arrière. Ma sœur, pour la toute première fois de ses 30 années de vie, était complètement et totalement sans voix. Sa bouche s'ouvrait et se fermait, mais aucun son ne sortait. Elle m'a fixé. C'était un mélange profondément complexe et incroyablement satisfaisant d'horreur pure, d'envie profonde et d'incrédulité fracassante absolue qui tordait ses traits magnifiques. Elle avait essayé de me détruire, et au lieu de cela, elle m'avait accidentellement offert la victoire ultime. Elle s'est finalement laissée entraîner par son mari ruiné, se retirant vers les lumières éblouissantes de la piste de danse dans une défaite totale et humiliante. Je suis resté complètement figé pendant un moment, écoutant leurs pas s'éloigner. J'ai laissé échapper une énorme inspiration tremblante que je n'avais pas réalisé que je retenais. La tension serrée et douloureuse de mes épaules a commencé à se relâcher lentement, muscle par muscle. Était-ce strictement nécessaire, ai-je demandé doucement, me tournant pour regarder Harrison, qui reprenait déjà calmement son verre d'eau. Absolument, a répondu Harrison sans la moindre once d'hésitation, en prenant une gorgée. Je méprise profondément les tyrans et je méprise profondément les mauvais investissements financiers. Julien se trouve être une combinaison spectaculaire des deux. D'ailleurs, il vous a interrompu. Vous me parliez du travail de la brique sur la restauration du bâtiment Kensington. Et juste comme ça, le milliardaire impitoyable a ramené toute son attention intense directement sur moi, agissant complètement comme s'il ne venait pas de décapiter mentalement et financièrement le marié en plein milieu de sa propre réception de mariage somptueuse. Pendant les 2 heures suivantes, un phénomène sociologique vraiment bizarre et sans précédent s'est produit dans la salle de bal de Hautcaven. La table 42, l'île désignée des marginaux poussés contre les portes bruyantes de la restauration, est devenue silencieusement mais indéniablement le centre de gravité magnétique absolu de toute la pièce. La nouvelle s'était apparemment répandue comme une traînée de poudre parmi les invités d'élite et incroyablement curieux sur exactement qui était assis dans le coin sombre avec la sœur aînée. Les personnes riches et les requins des affaires pouvaient sentir le pouvoir comme les chiens sentent une odeur. Soudainement, le chemin sombre et isolé menant à notre terrible table est devenu l'itinéraire le plus fréquenté et populaire de tout le lieu. Des politiciens locaux de premier plan, de riches promoteurs immobiliers et des cadres de haut niveau ont commencé à faire des détours incroyablement évidents et douloureusement transparents devant notre table, essayant désespérément de croiser nonchalamment le regard de Harrison. Chaque fois que quelqu'un osait s'approcher de la table et interrompre notre conversation, Harrison était impeccablement poli, mais impitoyablement et brutalement bref. Il leur accordait exactement 10 secondes de son temps avant de les couper court. Et à chaque fois, sans faute, il mettait un point d'honneur à me présenter. Jonathan, ravi de vous voir, disait Harrison, sa main reposant légèrement mais fermement sur le dossier de ma chaise en bois. Avez-vous eu le plaisir de rencontrer Nadine? Elle est l'architecte principale de son propre cabinet indépendant. Un esprit brillant pour la préservation historique.
Ces immenses titans de l'industrie, ces personnes incroyablement riches qui auraient normalement regardé à travers une femme portant une robe bleu marine ringarde assise près de la cuisine, étaient soudainement forcés de s'arrêter. Ils étaient forcés de me serrer la main respectueusement, de poser des questions polies sur mon travail architectural et de me traiter avec une révérence visible et profonde simplement parce que Harrison Pierce l'exigeait d'eux. J'ai observé Valérie de l'autre côté de la pièce. Elle était assise à sa magnifique table d'honneur drapée de fleurs, complètement entourée de ses amis bruyants et du maire. Pourtant, elle avait l'air totalement et complètement misérable. Elle avait l'air malade. Sa nuit de supériorité grandiose, triomphante et méticuleusement planifiée avait été entièrement détournée. Même le photographe professionnel embauché, sentant instantanément la véritable dynamique de pouvoir inexprimée dans la pièce, continuait à détourner subtilement son lourd objectif de caméra de la mariée pour le pointeur directement vers la table 42. Puis est venu l'ultime test final de la soirée, ma mère. J'ai vu Brenda avancer agressivement sur le sol en marbre, esquivant les serveurs avec la détermination terrifiante d'un missile à tête chercheuse. Elle avait remis son rouge à lèvres rouge vif et affiché son faux sourire aristocratique le plus flatteur. « Oh, Nadine, ma chérie », a roucoulé bruyamment Brenda en s'approchant de notre table, serrant mon épaule nue avec une affection complètement feinte et entièrement étrangère. Je t'ai cherché partout dans cette immense pièce. J'ai failli rire aux éclats en plein visage. J'étais assise exactement sur la même chaise qu'elle m'avait pratiquement attribuée elle-même. Brenda a immédiatement pivoté complètement son corps loin de moi pour faire face à Harrison, les yeux écarquillés d'un faux charme. Et vous devez absolument être Monsieur Harrison Pierce. Je suis Brenda, la mère de la magnifique mariée. Nous sommes tout simplement indiciblement et incroyablement ravis que vous puissiez honorer notre petite célébration familiale de votre présence ce soir. Julian dit le plus grand bien de votre générosité. Harrison s'est levé. C'était une courtoisie de base qu'il n'avait pas pris la peine d'accorder au maire ou au président de Vanguard Logistique plus tôt. Il a lentement boutonné sa veste de costume sur mesure, regardant ma mère de haut avec un détachement poli mais complètement glacial et terrifiant. Brenda, a dit Harrison doucement, sa voix baissant en température, vous devez être incroyablement fière ce soir. Brenda a rayonné absolument, sa poitrine se gonflant physiquement de fierté. Oh, oui je le suis. Valérie est tout simplement radieuse aujourd'hui, n'est-ce pas? Elle et Julian forment simplement le couple parfait et le plus réussi. Je ne parlais pas de Valérie, l'a corrigé instantanément Harrison, son ton parfaitement plat, coupant court à son illusion. Je parlais de Nadine. J'ai été entièrement fasciné par ses idées brillantes sur la restauration historique toute la soirée. Il est incroyablement rare de trouver quelqu'un avec un esprit aussi authentique et intelligent dans des foules superficielles comme celle-ci. Vous avez élevé une femme vraiment remarquable et indépendante. Ma mère s'est complètement figée. Son sourire rouge est resté plaqué sur son visage, mais ses yeux sont devenus entièrement vides, court-circuitant complètement. Elle m'a regardé de haut, assise calmement sur ma chaise, ayant l'air véritablement confuse, exactement comme si elle me voyait pour la toute première fois de mes 31 années de vie. Elle avait passé toute son existence à préparer Valérie pour les projecteurs, complètement inconsciente du fait que je n'avais pas besoin de projecteurs bon marché. J'avais juste besoin du bon public. Oui, eh bien, a bredouillé Brenda maladroitement, transpirant visiblement, incroyablement mal à l'aise de me féliciter en public. Nadine a toujours été notre petite travailleuse discrète. Profitez de votre soirée, Monsieur Pierce. Elle s'est enfuie aussi vite que ses talons pouvaient la porter, complètement dépassée et totalement vaincue. Harrison s'est rassis, tournant à nouveau ses yeux gris orageux vers moi. Un sourire doux et sincère a effleuré ses lèvres. Je pense, a-t-il murmuré, que nous avons causé assez de dommages collatéraux à ces gens pour une soirée. En avez-vous assez du poulet caoutchouteux et de la vanité écrasante? J'ai regardé mon verre d'eau vide, puis vers la piste de danse où Julian avalait agressivement un grand verre de tequila pur, ressemblant exactement à un condamné marchant vers la potence. Plus qu'assez, ai-je souri, me sentant plus légère que l'air. Bien, a dit Harrison, se levant et m'offrant sa main. Parce que l'air ici est absolument étouffant et je connais un petit endroit italien calme et très sombre près de la 5e avenue qui fait un risotto aux champignons truffés qui vous fera oublier que cette soirée entière et horrible a jamais eu lieu. Sortons d'ici. Je n'ai pas hésité une seule seconde. J'ai placé ma main fermement dans la sienne. Nous n'avons pas traversé la piste de danse principale pour faire une grande sortie dramatique. Nous ne nous sommes pas arrêtés à la table d'honneur pour offrir de faux au revoir aux mariés.
Au lieu de cela, nous avons poussé directement les lourdes portes en bois de la restauration situées juste derrière la table 42, nous glissant tout droit dans la cuisine chaotique, chaude et éclairée au néon. Nous avons navigué parmi les chefs en sueur et les piles imposantes d'assiettes en porcelaine sale, émergeant par la sortie de service arrière dans l'air froid, incroyablement vif et rafraîchissant de la ruelle automnale. Une voiture noire immaculée et élégante tournait déjà au ralenti près du quai de chargement, attendant dans l'ombre. Un chauffeur est immédiatement sorti pour nous ouvrir la lourde portière. Alors que je me glissais sur les sièges en cuir doux et silencieux, j'ai regardé en arrière à travers la vitre teintée le grand extérieur du domaine de Hautcaven. Je pouvais entendre les basses étouffées et lourdes du musicien de mariage frapper contre les épais murs de briques. À l'intérieur de cette pièce, ma sœur avait tout ce pourquoi elle avait jamais comploté, menti et manipulé. Mais alors que la voiture s'éloignait en douceur, laissant le domaine loin derrière dans le rétroviseur, j'ai réalisé que je ne l'enviais pas une seule seconde fugace. J'étais enfin complètement libre. Les mois suivants se sont déroulés exactement comme une séquence rapide et très satisfaisante de justice inévitable. Fidèle à sa parole, Harrison a lancé un audit massif et brutal de l'entreprise de Julian à 8 heures le lundi matin. La mauvaise gestion financière qu'ils ont découverte était absolument stupéfiante. Julian utilisait les fonds de l'entreprise comme sa propre tirelire personnelle pour financer son style de vie extravagant. Il a été déchu publiquement et sans cérémonie de son titre de président-directeur général avant la fin de la semaine. Il a été rétrogradé de manière humiliante à un poste opérationnel standard de niveau intermédiaire et ses parts dans l'entreprise ont été réduites à pratiquement rien. Le luxueux appartement de plusieurs millions d'euros du centre-ville qu'ils avaient loué pour leur nouvelle vie ensemble était soudainement totalement hors de leur budget réduit. Ils ont été contraints de rompre discrètement le bail et de déménager dans un appartement nettement plus petit et très moyen en banlieue. Valérie a été forcée d'appeler de manière humiliante un prestigieux magazine de design d'intérieur et d'annuler discrètement son prochain article sur papier glacé présentant sa nouvelle maison parfaite. Ils sont restés mariés, principalement parce que la fierté de Valérie ne pouvait pas supporter un divorce après avoir organisé un mariage d'1 demi-million d'euros. Mais la façade brillante et parfaite était définitivement brisée. Les publications quotidiennes de Valérie sur les réseaux sociaux sont devenues nettement moins fréquentes. L'éclat arrogant et intouchable de ses photos a été entièrement remplacé par un besoin frénétique, désespéré et incroyablement triste de prouver à Internet qu'ils étaient toujours riches et pertinents. Ils ne l'étaient pas. Quant à moi, ma vie a pris une trajectoire magnifique et complètement différente. Pendant notre dîner de risotto truffé ce soir-là, Harrison ne m'a pas seulement offert une romance et une belle histoire. Il m'a offert le contrat architectural d'une vie. Il avait récemment acheté un immense domaine magnifique du XIXe siècle, gravement délabré, situé sur 50 hectares dans la vallée de l'Hudson. Il avait besoin d'un architecte principal qui comprenait intimement comment préserver son âme historique tout en modernisant entièrement ses structures internes. J'ai accepté le poste immédiatement. J'ai mis tout mon cœur et toute mon âme dans le projet de la vallée de l'Hudson. Cette entreprise massive m'a donné la confiance nécessaire pour développer agressivement mon cabinet indépendant, en embauchant mon propre petit personnel et en acceptant des contrats de restauration plus importants et plus prestigieux. Harrison et moi avons gardé les choses strictement et intensément professionnelles pendant les 3 premiers mois du projet. Nous avons passé des heures à nous disputer sur les plans et l'approvisionnement en matériaux, mais les revues architecturales de fin de soirée dans son bureau se sont lentement transformées en dîners intimes et tranquilles. Les visites de chantier le week-end au domaine poussiéreux se sont transformées en longues promenades à travers la vaste propriété et finalement en escapades le week-end sur la côte. L'étincelle de connexion qui s'était allumée dans le coin sombre et humiliant de la table 42 s'est épanouie en quelque chose de profondément, indéniablement fort et farouchement protecteur. Exactement 1 an après le mariage, je me tenais sur la vaste terrasse en pierre magnifiquement restaurée du domaine de l'Hudson. Je tenais une flûte en cristal de vrai champagne incroyablement chère. Le soleil se couchait sur la vallée, projetant une lueur dorée, riche et chaude sur les pelouses entretenues et le travail de briques d'origine que je m'étais tant battu pour sauver. Je ne portais pas une robe bleu marine ringarde, lourde et oubliable. Je portais une superbe robe en soie vert émeraude d'ONU que j'avais choisie entièrement par moi-même et pour moi-même. Elle n'était pas conservatrice. Elle n'était pas destinée à se fondre dans le papier peint. Elle était destinée à être vue. J'ai senti 2 bras forts s'enrouler fermement autour de ma taille par derrière. Harrison a posé doucement son menton sur mon épaule nue, me tirant contre sa poitrine. Il a regardé l'immense propriété que nous avions réussi à ramener à la vie ensemble. « Tu es absolument magnifique ce soir » a murmuré Harrison contre ma peau,
déposant un baiser doux et chaud sur le côté de mon cou. Je me suis penché en arrière contre lui, complètement détendu, me sentant plus en sécurité que je ne l'avais jamais été de toute ma vie. Je suis juste contente qu'il n'y ait pas besoin d'un projecteur de scène blanc et aveuglant ce soir, ai-je dit, un sourire aux lèvres. Harrison a ri doucement, sa poitrine vibrant contre mon dos. Il m'a fait tourner lentement, pour que je sois face à lui. Il a plongé son regard dans mes yeux avec le même regard gris, orageux et intense qui m'avait trouvé dans l'ombre un an plus tôt. Tu n'as jamais eu besoin d'un projecteur, Nadine, a-t-il dit doucement, la voix pleine d'une certitude absolue. Tu avais juste besoin d'être assise à la bonne table. J'ai souri, levant mon verre et prenant une lente gorgée de champagne froid. Ma sœur avait essayé de faire de moi une blague permanente. Elle m'avait délibérément banni dans les ombres les plus sombres de sa vie dans une tentative désespérée d'élever son propre statut fragile et faux. Mais Valérie, dans toute sa cruauté calculatrice, avait oublié un détail fondamental et crucial à propos des ombres. Les ombres sont le seul endroit où vous pouvez vous asseoir tranquillement sans que l'éclat ne vous aveugle, et voir clairement tout et tout le monde pour exactement ce qu'ils sont vraiment.